Mes chers camarades, bien le bonjour. En histoire, est-ce que tout est relatif? Est-ce que tout dépend du point de vue de l'auteur, du chroniqueur, de son contexte d'écriture, de son lieu de naissance? Alors, pas forcément, mais faut reconnaître que plus je me plonge dans les histoires de différents pays, et plus ça me questionne. Est-ce que chacun a pas un petit peu un regard déformé avec sa propre vision du monde? On pourrait prendre l'exemple des monts des Flandres. Tiens, pour un franco-français qui est habitué aux Alpes et aux Pyrénées, cette petite chaîne de montagnes, elle mérite plutôt le nom de colline, à peine 176 mètres de haut grand max. Ouais, mais pour les locaux, ceux qui vivent dans le plat pays, ce relief, en fait, il est plutôt remarquable, et même, il façonne le paysage et l'histoire. D'ailleurs, on va être honnête, les monts des Flandres, ça s'étend quand même sur presque 100 km de long et deux pays, à peu près moite-moite entre la France et la Belgique. Et ces monts, ils frappent même tellement les esprits que chacun porte deux noms, à la fois français et néerlandais. Et ça, qu'importe le côté de la frontière où il se trouve. Alors, je vous rassure, pour désigner une montagne en néerlandais, il suffit presque d'ajouter Berg derrière. C'est comme ça que le mont du Tom devient Tomberg. Le mont Cassel, Casselberg. Le mont des Cas, Katzberg. Et le mont Récollet, non, parce que lui, il devient Wouwenberg. Bon. Mais du coup, comme chaque mont a déteint sur les imaginations et les récits du pays, eh bien il est devenu une fierté personnelle pour tous ceux qui vivent à son pied. Par exemple, il y a le mont Cassel, le plus haut de tous, qui accueille une église mais aussi un château. Il y a le mont des Cas avec son monastère célèbre pour ses fromages. Le Rodberg, ou le mont Rouge, comme on l'appelle côté français, qui avec sa belle teinte a sans surprise été transformé en carrière de pierre. Ou encore le Kemmelberg, un haut lieu des combats de la Première Guerre mondiale. Et vous pouvez comme ça vous faire tout le tour des monts un par un, et aucun ne ressemble à son voisin. Point de vue paysager, compétition cycliste, marché aux puces, production de fromage ou de bière locale, chacun de ces monts regorge de patrimoine culturel, historique ou gastronomique. Chacun semble avoir un terroir à lui tout seul. Et justement, ça me donne un petit peu envie d'approfondir ce petit mot qui se glisse partout et qu'on ne connaît pas forcément très bien. Le terroir. Qu'est-ce que c'est au juste le terroir? Eh bien, dès l'Antiquité, on fait la différence entre terroir et territoire. Le terroir, justement, c'est pas la délimitation politique, juridique ou militaire. En fait, c'est un lieu plus délimité, ce qu'on appelle un locus. Il a même son génie propre, son genius. C'est une entité divine locale qui protège un lieu bien précis. Pensez par exemple aux sources, aux bosquets, aux montagnes sacrées et aux fameux monts des Flandres. Et oui, parce que lié à la nature du site, à son sol, le genius des Flandres permet une production agricole spécifique, et donc un savoir-faire local, et donc un patrimoine culinaire. Évidemment, le monde antique remarque et note ces différents terroirs, y compris au mont Kemmel. Grâce à ces pains de sel venus de la Flandre maritime, on y sale une excellente charcuterie, le jambon ménapien. Et ce jambon, il s'exporte jusqu'à Rome, où de riches familles se l'arrachent. Tout au long du Moyen-Âge, jusqu'à nos jours, toute cette histoire de terroir va continuer et va même s'enrichir. Le terroir, c'est à la fois un environnement et ce qu'il permet de produire. Nature du sol, qualité de l'eau, climat local, bonne exposition solaire, tout ça donne un truc unique qu'on reconnaît direct. Au XVIe siècle, on dit qu'un vin a le goût du terroir. Mais dans les monts des Flandres, tout de suite, on pense plutôt à l'histoire des brasseries. Et c'est justement grâce à ce relief, à ces grandes surfaces céréalières, à ce houblon qui s'acclimate très très bien, que tout ça assure une production de bière de qualité et de quantité, parce qu'on se retrouve dans une des régions de France qui produit le plus de houblon. Et c'est comme ça qu'à la fin du 19e siècle, le nord de la France compte à lui tout seul 1900 brasseries. Presque chaque village à la sienne. Alors, bien sûr, on parle là d'une bière aliment. C'est à très faible degré d'alcool, parce que l'idée c'est de se nourrir et de s'hydrater. D'une part, avec une eau qui est souvent polluée, l'ébullition de la bière permet de rendre ce liquide potable, et d'autre part, c'était un vrai pain liquide, comme on l'appelle, qui était très nutritif et qui visait à donner des forces aux travailleurs. Et en plus, le houblon a des vertus aseptiques. Alors en gros, l'antiseptique, vous connaissez, c'est ce qui lutte contre une infection, mais l'aseptique, c'est carrément ce qui va anticiper et empêcher l'infection. Donc c'est vraiment la boisson reine pour l'époque. Mais on a deux événements qui vont changer tout ça. Le premier est assez terrible, c'est la succession des Première et Seconde Guerres mondiales qui frappe durement cette région en particulier. En quelques années, on est tombé à tout juste 116 puis 45 brasseries françaises à peine. Par exemple, la brasserie Trois-Monts tient encore le coup et on peut encore la visiter de nos jours. Et son nom, ça vient des Trois-Monts Cassel, des K
et des Récollets, donc on est vraiment au cœur de ce territoire antique dont je vous parle depuis tout à l'heure. Le second événement qu'on observe, c'est quand même plus sympa que les guerres, c'est le progrès scientifique. Là, ça y est, désormais c'est possible d'accéder facilement à l'eau potable. Et donc, ça veut dire que les quelques brasseries qui ont survécu ont accompli leur mission sanitaire et nourricière. Donc désormais, on n'a plus besoin d'elle. Oui, mais voilà, le terroir, lui, on y revient, il existe toujours. Même avec toutes ces bombes, l'être humain n'a pas pu chasser le Genius des monts des Flandres. Il y a peut-être plus autant besoin de bière, mais on sait qu'au moins ici, elle est toujours bonne. En fait, comme souvent, le terroir a évolué, le savoir-faire est entré dans les mœurs, au point de devenir une tradition avec un T majuscule. Du coup, le nombre de brasseries repart à la hausse à partir des années 1985, et maintenant, ceux et celles qui voyagent dans les monts des Flandres le savent bien, il y a même un tourisme brassicole qui permet de visiter les brasseries pour découvrir tout ce savoir-faire et sa longue histoire.